Ils ont grandi avec Internet. Maintenant, ils l'utilisent pour riposter. La génération Z ne se limite pas aux mèmes. Elle défie aussi des régimes entiers, des vidéos virales aux grandes révolutions. Cette génération vient d'accomplir quelque chose que personne n'avait vu venir, et cela terrifie les dirigeants du monde entier. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous montrons comment la génération Z a causé la chute de 2 gouvernements. Le Népal a été le premier domino à tomber, un petit pays asiatique qui n'est pas étranger au bouleversement. La famille royale avait déjà été touchée par la tragédie quand le prince héritier a commis un massacre, mettant fin à la monarchie et plongeant le pays dans le chaos. Depuis, les luttes de pouvoir ont opposé traditionalistes, militaires et un parti marxiste-léniniste soutenu par la Chine. Mais ils avaient tous une chose en commun. Aucun d'entre eux n'était vraiment en faveur d'un gouvernement libre. Le Népal était censé être une démocratie, mais la corruption était profondément enracinée, le népotisme prospérait, le niveau de vie déclinait, et la jeune génération perdait espoir. Puis tout a changé. Les réseaux sociaux leur ont offert une arme échappant au contrôle du gouvernement. Cela a relié des jeunes frustrés dans tout le pays, transformant blagues et mèmes en mouvements et appels à l'action. En privé et en public, ils ont organisé, planifié et lancé un mouvement que les autorités peinaient à réprimer. La génération Z népalaise a envahi Internet, ridiculisant le gouvernement et l'élite par une satire dénonçant la corruption. Leurs publications sont devenues virales, propageant leur colère et paniquant le régime, qui a alors sévi contre les réseaux sociaux. Une interdiction généralisée de la plupart des plateformes a été annoncée en 2025 officiellement, parce que les sites refusaient de payer une nouvelle taxe imposée par le gouvernement. Mais en réalité, le gouvernement voulait réprimer le mouvement de protestation spontanée contre lui. En septembre 2025, des manifestations ont éclaté contre une nouvelle loi et des années de corruption et de mauvaise gouvernance. Le gouvernement a réagi vite. Les forces de sécurité ont réprimé les manifestations par l'intimidation et la violence avant leur propagation. Mais l'élan était déjà là. La clé du succès des manifestations au Népal était qu'elles étaient organisées à l'abri des regards. Sur Discord, l'un des rares sites autorisés, ces serveurs très personnalisables et privés en faisaient un bon choix. Ainsi, tout le mouvement est passé sous le radar du gouvernement. Il a rapidement attiré plus de 10 000 personnes, dont beaucoup soutenaient le mouvement à distance. Il a pu développer des stratégies pour maximiser le succès et éviter le pire des attaques de la police et de l'armée. Ils ont surpassé toutes les attentes. Le mouvement a grandi si vite et est devenu si puissant que les autorités ont vite été dépassées. De nombreux manifestants ont été tués et le gouvernement a instauré des couvre-feux nationaux. Mais les manifestants sont revenus plus forts que jamais et ont exigé la démission du gouvernement. Le premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli a tenu bon malgré les conseils de démission de l'armée. Il est vite apparu que les manifestants avaient un plan et que le gouvernement serait pris au dépourvu. Les jours suivants, les manifestants ont détruit des bâtiments officiels, les maisons de responsables et des prisons, libérant de nombreux détenus. Le mouvement de protestation gardait toujours une avance, entraînant rapidement une série de démissions, avec le gouvernement admettant sa défaite et le premier ministre fuyant ses fonctions. L'armée est intervenue pour rétablir l'ordre. Pour calmer le mouvement de protestation, elle a fait une série de concessions majeures pendant qu'un nouveau gouvernement était formé. Pour cela, ils sont revenus à la discorde. Les leaders du mouvement se sont réunis pour choisir qui dirigerait le gouvernement intérimaire. Leur choix devait être approuvé par l'armée et accepté par toutes les factions. Après de nombreux allers-retours, une ancienne juge respectée a été choisie et, ce faisant, est devenue la première femme dirigeante du Népal. Elle a prêté serment. La transition n'a duré qu'une semaine, avec des élections prévues en 2026. L'une des plus grandes histoires politiques de 2025. Mais ce n'était pas un cas isolé. Madagascar compte parmi les pays les plus pauvres, avec 75% de la population sous le seuil de pauvreté. Et depuis 2009, la nation est dirigée par un seul homme, le président Hans Radzhuel. Son mandat a été marqué par la corruption, des élections contestées et des boycotts de l'opposition. Les conditions économiques n'ont cessé de se détériorer, avec des pénuries d'eau et d'électricité. Les coupures de courant fréquentes et les pénuries ont plongé le pays encore plus profondément dans le chaos. Et tout cela arrivait à son paroxysme. Le gouvernement prétendait connaître les attentes du peuple, qui n'était pas la nourriture, l'eau ou l'électricité, mais un téléphérique de 13 km. Pour le public, c'était un nouvel exemple de corruption, tandis que leurs besoins essentiels restaient insatisfaits. Ajoutant au ressentiment, Radzhuel et sa famille affichaient leur richesse de façon ostentatoire. Tout cela allait bientôt s'effondrer. Le 18 septembre 2025, 2 hommes politiques
ont appelé à des manifestations de masse devant le Sénat, des démonstrations contre la corruption et la dégradation de la qualité de vie. Les slogans étaient simples. Marre des coupures de courant, et nous refusons d'être piétinés. La jeunesse du pays a largement répondu, l'organisation se faisant surtout via la page Facebook Génération Z Madagascar. Le président n'était pas inquiet, et a quitté le pays avec sa délégation pour l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Mais il reviendrait dans un pays transformé. Moins d'une semaine après le début du mouvement, le gouvernement de la capitale a interdit les manifestations sur le terrain du Sénat. Cela n'a pas stoppé le mouvement, il a peut-être même été renforcé. Des manifestations ont éclaté à Antananarive et se sont vite propagées en province, où les autorités sont rapidement intervenues pour les contenir. Les manifestants n'ont pas mordu à l'hameçon et se sont dispersés avant qu'il ne puisse y avoir de violence, mais ce n'était loin d'être la fin du conflit. Au contraire, le mouvement ne faisait que commencer. Les manifestations du lendemain ont réuni plus de jeunes brandissant des drapeaux, confrontés au gaz lacrymogène et aux balles en caoutchouc. Cette fois, les manifestants étaient préparés. Ils ont dressé des barricades pour se protéger et incendié des pneus et des maisons de politiciens. Les manifestations ont débuté pacifiquement, mais il est vite apparu qu'elles ne le resteraient pas. Des pillages ont éclaté peu après, principalement de la part d'opportunistes profitant du chaos plutôt que des manifestants eux-mêmes. Le gouvernement a essayé d'y mettre fin, sans succès. Les manifestations ont augmenté les jours suivants, et la police n'a pas réussi à imposer des couvre-feux. Depuis l'étranger, le président Radziwiłł a voulu donner une impression de contrôle en observant les troubles. Il a limogé le ministre de l'énergie du pays pour ne pas avoir fait son travail, a condamné la violence lors des manifestations, et a accusé l'opposition de comploter pour le renverser. Il pourrait prendre quelques mesures, calmer la protestation et reprendre ses activités. Une fois son voyage à New York terminé, il a eu un réveil brutal à son retour, le 27 septembre. Les manifestations, principalement menées par des lycéens et étudiants, étaient plus importantes que jamais. Il dénonçait aussi les mauvaises conditions de vie et la qualité des écoles. La répression s'intensifiant, l'indignation face au traitement des jeunes manifestants grandissait. Ce n'étaient pas des radicaux, mais leurs enfants. Le gouvernement semblait ignorer l'avenir. Les choses atteignaient un point critique et le président perdait confiance. Le 29 septembre, les manifestations se sont transformées en grève générale des étudiants. Radziwiłł a tenté d'apaiser la foule en dissolvant son gouvernement et en renvoyant son premier ministre, mais il est resté au pouvoir. Les rassemblements grandissaient et devenaient plus bruyants. Les syndicats et partis d'opposition refusant de collaborer avec Raulina. Ses partisans ne réunissaient que quelques centaines de contre-manifestants, tandis que la brutalité policière persistante renforçait les protestations. Aussi vite, tout s'est effondré. Le 11 octobre, une faction de l'armée malgache s'est mutinée, prenant un bataillon clé et soutenant les manifestants. En quelques jours, ils avaient pris le commandement de l'ensemble des forces armées. Ensuite, les mutins ont marché sur la capitale, dissous les institutions de l'État et pris le contrôle. Cela serait normalement un mauvais signe. Sauf que cela s'est fait en solidarité avec les manifestants, et a conduit à la destitution de Radziwiłł qui avait fui le pays. L'avenir de Madagascar est incertain, mais la génération Z a, par son mouvement de protestation audacieux, renversé un gouvernement jugé imbattable. Et cela pousse beaucoup de gens à se demander, qui sera le prochain ? Le succès de ces deux mouvements de la génération Z a montré à de nombreux gouvernements qu'ils ne peuvent ignorer la force du peuple. Les jeunes sont bien plus connectés à la politique qu'on ne le pense. Mais cela n'a pas commencé avec le Népal et Madagascar. Au Bangladesh, l'un des pays les plus densément peuplés d'Asie du Sud, une rébellion ouverte dure depuis plus d'1 an. Le pays a été secoué par des scandales impliquant la Ligue Awami, au pouvoir depuis 2008. Cette période a été marquée par une dérive rapide vers l'autoritarisme et l'arrestation de nombreux membres de l'opposition. Le peuple commençait à se lasser. La loi sur la sécurité numérique de 2018 a renforcé le contrôle gouvernemental sur les médias et la liberté d'expression. Et en même temps, il est revenu sur ses promesses précédentes de créer des emplois pour les jeunes. Des quotas pour une représentation équitable avaient été promis, mais en réalité, seuls les proches de la Ligue Awami ont eu les postes, alors que tous ceux qui n'étaient pas en faveur étaient laissés de côté, luttant pour survivre. Avec la hausse des arrestations et de la pauvreté, la situation allait inévitablement exploser. En juillet 2024, c'est exactement ce qui s'est produit. Une grande partie de la tension provenait de vieilles rancunes entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires pendant la guerre d'indépendance bangladaise, qui fut brutale. Alors que le mouvement, mené par de jeunes militants cherchant un avenir meilleur, gagnait du terrain, le gouvernement a coupé Internet pour empêcher l'organisation.
Cela a seulement renforcé la colère du mouvement de jeunesse. La Cour suprême a brièvement ravivé l'espoir en annulant les tentatives du gouvernement de supprimer les quotas. Mais cet espoir a été presque immédiatement anéanti lorsque les forces de sécurité ont déclenché une répression brutale qui est devenue connue sous le nom de massacre de juillet. Plus de 1000 manifestants ont été tués et plus de 21 000 blessés, ce qui a fait monter les choses d'un cran. Au Bangladesh, le massacre a poussé de nombreux groupes de gauche et syndicats influents à rejoindre la résistance. Ce fut le mouvement de non-coopération qui a provoqué une obstruction que le gouvernement ne pouvait ignorer. Cette rébellion est devenue bien plus sanglante que celle de Madagascar et du Népal, une bataille chaotique et prolongée contre un gouvernement retranché, prêt à se battre jusqu'à la mort. Alors que le gouvernement se fermait et que les manifestants défiaient les couvre-feux, même l'armée doutait de l'assaut, et la direction n'en avait plus pour longtemps. Le 5 août 2025, la première ministre Sheikh Hasina a été déplacée en lieu sûr, puis a démissionné en fuyant en Inde, affirmant être victime d'ingérences étrangères et rester la dirigeante légitime du Bangladesh. Mais en quelques jours, elle a été remplacée par Mohamed Younous, qui a signé la déclaration de juillet, un document qui reconnaissait la révolution et énonçait 28 concessions majeures. Malgré l'accalmie au Bangladesh, de nombreuses manifestations persistent, parfois de l'autre camp, tandis que le gouvernement intérimaire tente d'interdire la Ligue Awami. Partout dans le monde, ce n'était plus une tendance mais une révolution. Tous les mouvements de protestation ne mènent pas à un coup d'État, mais ils sont de plus en plus difficiles à ignorer. Le Kenya a ensuite subi la colère de la génération Z, principalement à cause de la brutalité policière. La nation avait connu des manifestations depuis 2024 sur le projet de loi de finances du Kenya, élaboré par le gouvernement du président William Ruto pour combler les déficits. Il proposait une forte hausse des impôts, que la population ne pouvait pas supporter. Les manifestations, majoritairement légales, ont été perçues comme une menace par le gouvernement qui a réprimé l'opposition, dont celle d'Albert Omondi Ojwang, enseignant et blogueur activiste très critique envers la police. Le gouvernement l'a arrêté pour diffusion de fausses informations, puis a annoncé 2 jours après sa mort en garde à vue d'une blessure à la tête. Et avec cela, ils avaient réveillé un géant endormi. Le 9 juin 2025, de grandes manifestations ont eu lieu au Kenya, organisées en ligne par General The Kenyans. Sans manifestation, grève, structure ou leader, il était bien plus difficile pour le gouvernement de réprimer l'opposition. La police a affronté les manifestants avec force, et on estime qu'au moins 65 personnes sont mortes lors d'affrontements avec la police. Le chaos était si intense que l'Assemblée nationale a été temporairement suspendue le 25 juin. Après plusieurs décès très médiatisés de manifestants et passants, le mouvement s'est renforcé. Malgré la répression et les arrestations, les manifestations persistent. Les révolutions passées ont montré que ces mouvements sont presque impossibles à réprimer. Si la cible est une seule personne, elle ne peut supporter qu'une pression limitée. Le Pérou est en crise permanente depuis 2016, avec une administration après l'autre embourbée dans des scandales de corruption et des taux de criminalité en forte hausse. Tout a atteint un point critique pendant le mandat de la présidente Dina Boluarte. Elle avait pris le pouvoir après que le président précédent ait fait face à une procédure de destitution et ait tenté de mener un coup d'État pour devenir dictateur. Il a vite été évincé. Boluarte, d'abord vue comme pragmatique, a rapidement été jugée corrompue et incompétente. Elle avait l'un des taux d'approbation les plus bas au monde en septembre 2025, et c'est à ce moment-là que le peuple en a eu assez. La situation a explosé quand le gouvernement a imposé l'adhésion obligatoire à un organisme de retraite à tous les adultes. Au cours des semaines suivantes, de petites manifestations ont émergé à travers le pays. Mais le 20 septembre, une vague massive de protestations a commencé. La jeune génération ne voyait aucun avenir, et un gouvernement refusant de résoudre les problèmes qu'il avait créés. Des affrontements avec la police ont éclaté, tandis que les institutions ne soutenaient pas totalement le gouvernement. La police a enquêté sur les agents violents, et l'église catholique locale a soutenu les rebelles. Quand les institutions disparaissent, tout change vite. Un collectif de hackers appelé Deux Faces Pérou a rapidement ciblé les sites web des médias gouvernementaux, les pages Wikipédia de politiciens et divulgué des informations sur des policiers ou violents. De nombreux syndicats ont rejoint les grèves de solidarité, rendant l'élan irrésistible. Le Congrès a destitué Boluarte, espérant calmer la situation avec la prestation de serment de José Guerri comme nouveau président du Pérou. Mais le nouveau président avait aussi de lourds secrets à cacher, et les choses étaient loin d'être terminées. Des accusations d'agression sexuelle ont rapidement miné la nouvelle administration de Guerri. Face à la reprise des manifestations,
Le gouvernement a promis une réponse plus ferme, et les manifestants ont affronté police et armée. Eri a refusé de démissionner, affirmant devoir assurer la stabilité du pays. Le gouvernement a affirmé que les manifestants étaient des agitateurs et subversifs extérieurs. En octobre 2025, le mouvement continue. Et toutes ces manifestations ont quelque chose que d'autres mouvements envieraient. Chacun de ces mouvements a été organisé à l'abri des regards du public, ce qui leur a permis de planifier des stratégies avant que le gouvernement ne puisse intervenir. Un gros problème pour de nombreux mouvements de protestation, c'est qu'ils peuvent être rejoints par différentes factions ayant des objectifs et des tactiques différents. Cela signifie que, tandis qu'un groupe pourrait vouloir faire une déclaration, un autre pourrait réellement vouloir une guerre. La réponse du gouvernement ne ferait sans doute aucune réelle distinction. Autrefois, lors des répressions, l'organisation des mouvements rebelles se faisait discrètement dans des lieux physiques. Peut-être que l'exemple le plus célèbre de cela est la période précédant la Révolution américaine, où des réunions clandestines étaient organisées, que Paul Revere a célébrément protégé lors de sa chevauchée à minuit, pour avertir de l'arrivée des Britanniques, ce qui, selon la légende, était toujours très risqué. Un raid bien planifié peut éliminer des dizaines de leaders de la protestation, confisquer toutes les fournitures, et en gros, rendre le mouvement incapable de fonctionner. Il est bien plus difficile de raider un serveur Discord. Les protestations de la génération Z sont souvent organisées sur les réseaux sociaux, reliant des participants dispersés, parfois à l'international. Il est bien plus difficile pour un gouvernement de fermer une plateforme de réseaux sociaux, surtout si elle n'est pas basée dans le pays des manifestations. Et dans de nombreux cas, la direction de l'entreprise ne se rend compte de ce qui se passe que lorsqu'il est déjà trop tard. Au Népal, le canal Discord à l'origine de la révolution a grandi des mois sans que le gouvernement s'en aperçoive. Un autre facteur X pousse la génération Z à protester, incompris des adultes. La génération Z a longtemps eu le sentiment que le monde n'est tout simplement pas fait pour elle. Le coût de la vie de base ne cesse d'augmenter. De nombreux milléniaux et membres de la génération Z peinent à devenir adultes et à financer leur première voiture, maison ou même leur loyer. Il devient chaque jour plus difficile de trouver un emploi. Beaucoup estiment que le gouvernement privilégie trop les préoccupations des générations âgées au détriment des leurs. Beaucoup estiment qu'aucun parti ne les représente et qu'ils n'ont rien à perdre à tenter du nouveau et à bouleverser les choses. Cette révolution va-t-elle bientôt arriver chez vous ? On suppose facilement qu'une tendance née dans un pays va se répandre ailleurs. Mais toutes ces révolutions et manifestations de masse avèrent des points communs. Elles se préparaient depuis longtemps, et elles ont été précipitées par une baisse soudaine de la qualité de vie ou une augmentation de l'oppression. Bien que la plupart de ces pays semblaient démocratiques, ils avaient des gouvernements oppressifs réprimant la dissidence, résistant au changement et violant les droits lors de manifestations pacifiques. D'autres pays doivent donc avancer prudemment. Le général Z progresse davantage dans la politique élective des deux côtés de l'échiquier politique. Leurs candidats, souvent plus anticonformistes et iconoclastes, n'hésitaient pas à critiquer leur propre parti. Même si Maxwell Frost est le seul membre de la génération Z au Congrès américain, de nombreux candidats en vue espèrent y entrer aux prochaines élections. Aux États-Unis, comme ailleurs, la politique électorale est le moyen le plus simple d'influencer la direction du pays. Mais pour ceux qui n'ont pas ces options, le mouvement est organisé, à l'aise avec la technologie et de plus en plus déterminé à voir le changement de leur vivant. Ils n'acceptent pas le refus. La génération Z pourrait réécrire les règles de la politique, mais chaque génération a changé le monde à sa manière. Regardez chaque génération expliquée en 10 minutes pour voir comment chacune a façonné le futur dans lequel nous vivons aujourd'hui, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.